Bonsoir et bienvenue dans votre parcours de titre professionnel gestionnaire comptable et fiscal. Donc, alors déjà, on va au niveau du vocabulaire, on va différencier le mot entreprise du mot société. Une entreprise, c'est une entité juridique qui va travailler pour produire, qui va faire de l'achat et de la vente et qui va avoir un bénéfice, qui va avoir une activité commerciale. Sensiblement, hein, même, bon, on va parler, le notaire, c'est aussi commercial, il fait notaire pour gagner sa croûte, même si c'est une profession libérale, hein, on est au sens général du terme. La société, elle a une personnalité juridique qui va être séparée de celle des associés. On a des associés et ils se regroupent pour faire une société. Ça, c'est la société. Mais l'entrepreneur individuel, il n'est pas en société, lui, parce qu'il est tout seul. Il prend tout seul ses décisions. Dans une société, il y a plusieurs personnes qui prennent des décisions. Dans une entreprise individuelle, il n'y a qu'une personne qui prend des décisions. Et donc, ces derniers temps, on a pris le pli de créer des sociétés avec un seul associé. Donc, des sociétés unipersonnelles. Alors là, ce qui va faire la différence, c'est la notion de patrimoine et de personnalité juridique. L'entreprise individuelle, là, c'est l'entrepreneur individuel, EI. Cet entrepreneur individuel, il a une existence juridique, il a une personnalité juridique. Et quand il va créer son entreprise, cette entreprise, elle va dépendre de sa personnalité juridique. Dès lors qu'il y a un problème juridique avec l'entreprise, c'est lui, en tant qu'entrepreneur individuel, qui verra sa responsabilité juridique engagée, parce qu'il n'y a qu'une seule personnalité juridique. Un entrepreneur individuel qui crée une entreprise, on va lui attribuer un numéro de sirette, enfin une sirène, eh bien, ça sera tout le temps le même numéro de sirène, quoi qu'il advienne. S'il déménage, le code NIC, c'est-à-dire les 5 derniers chiffres de sirette, vont changer parce qu'ils sont liés à l'adresse, mais les 9 chiffres, les 3 x 3, sont invariablement les mêmes, comme le numéro de sécu, c'est le numéro d'entrepreneur. Chaque personne physique a potentiellement un numéro d'entrepreneur qui ne changera jamais parce que c'est lié à sa personnalité juridique. Alors, et donc on voit que, pour finir, au niveau du patrimoine, surtout maintenant que l'entreprise individuelle, elle est automatiquement, pour les nouvelles qui se créent, en responsabilité limitée. Les anciennes qui étaient créées avant le 1er juin 2022, hein, c'est M. Macron qui a mis ça en place. M. Macron, quand il est arrivé en 2016, il a déjà protégé le patrimoine du chef d'entreprise. Enfin, patrimoine, la maison, la résidence principale du chef d'entreprise. Il a protégé la résidence principale, mais pas son contenu. Et il a créé ce statut, le IRL, à responsabilité limitée. C'est-à-dire que le chef d'entreprise, s'il déclarait un patrimoine dédié à l'entreprise, il n'y avait que ce patrimoine-là qui était saisissable pour les besoins de l'entreprise. Tout le reste des biens était protégé. Maintenant, depuis le 1er juin 2022, les nouvelles sociétés qui se créent sont automatiquement en responsabilité. C'est que le chef d'entreprise doit désigner, en même temps sa création, la liste des biens qui sont dédiés à l'entreprise. Et seuls ces biens-là seront saisissables. Sauf si, bien évidemment, l'entrepreneur signe une demande de prêt pour laquelle il se porte caution. Et à ce moment-là, on fait sauter la protection. Mais toutes les protections, même la résidence principale. Il y en a beaucoup qui sont tombés dans ce piège-là. Le patrimoine de l'entreprise appartient au chef d'entreprise, donc il en dispose, il fait ce qu'il veut. Il a une voiture, elle est dans la liste du patrimoine, c'est pas grave, il peut la vendre. Hein. Il la sortira de la liste du patrimoine, et puis c'est tout. Hein, il n'y a pas besoin d'autorisation particulière. Il n'y a pas d'ensemble général à faire. À la fin de l'année, il fait son bilan. Donc le bilan, c'est automatiquement sur l'année civile. Il fait son bilan, enfin il vaut mieux, hein.
Mais honnêtement, hein, vous embêtez pas à faire chichi pompon, à vouloir décaler, ouais, mais les stocks et machin. Pensez à une chose, c'est que l'entrepreneur individuel, il est à l'impôt sur le revenu. Donc, si vous décalez l'exercice par rapport à l'année civile, eh bien, bonjour les calculs alambiqués pour calculer l'impôt sur le revenu. Et du coup, les erreurs de l'URSSAF et des impôts, parce que la déclaration n'aurait pas été comme ci, elle n'aura pas comme ça. Et donc, on va se retrouver à payer plus. Donc, un conseil entrepreneur individuel, déjà, quelqu'un qui se met en entreprise individuelle à l'heure actuelle, c'est comme moi. Hein. Moi, je cherche la simplicité. J'ai pas envie de m'embêter. Donc, mon bénéfice, c'est mon revenu. Je paye mes impôts, mes cotisations dessus et basta. Parce que de toute façon, allez, créer une société, c'est pas plus économique. On va voir. Là, moi, mes bénéfices, je pèse mes impôts dessus une bonne fois pour toutes et c'est réglé. Mais que quand on est en société, qu'on est taxé, qu'on paye l'IS, après on se distribue les bénéfices et là, on va encore payer la flat tax. Les revenus sont taxés 2 fois. Enfin, moi, je dis ça, je dis rien. Quand on me demande, je dis il faut calculer. Tout dépend du foyer fiscal. Entre quelqu'un qui a 2 enfants à charge et quelqu'un qui est tout seul, ça va faire la différence. Ensuite, on a ici plusieurs individus, ça c'est des personnes physiques, qui vont s'associer et qui vont créer une société. Ils sont titulaires de parts sociales. Le patrimoine de la société est distinct. Au niveau de la personnalité juridique, ici on a des personnes physiques et là on a une personne morale. Si la société a un souci juridique avec quelqu'un, ce n'est pas les personnes physiques qui vont aller devant le tribunal, c'est le représentant de la société qui va aller devant les tribunaux, qui va représenter la personne morale. Et s'il y a des pénalités, ça va être la société qui va payer les pénalités, pas les personnes physiques. Alors bien évidemment, quand on augmente les charges, ça baisse le résultat. Quelque part, les personnes physiques vont en subir les conséquences. Mais ça sera indirect. Tandis que là, ici, dans le premier cas, c'est direct, hein, c'est des relations simples de cause à effet. Alors, bien évidemment, hein, sauf fraude. Le responsable de la fraude, il va au pénal et c'est pas la société, c'est lui. Hein. On est d'accord. Enfin, en règle générale, ça fait l'effet qui se coule. Il y en a un qui a fraudé pour le compte de la société, d'accord? Mais en fait, il s'en est mis plein les poches. Et donc, les autres associés, regarde, et d'où nous, on va payer à cause de toi? Parce que, donc, les autres associés vont porter plainte contre l'associé parce qu'il aura détourné la loi. Et là, ça va être le pénal. Donc là, on a une personnalité juridique à part. Donc, on a un patrimoine propre. Là, c'est un patrimoine confondu. Le patrimoine de l'entreprise est confondu avec le patrimoine du chef d'entreprise. Le patrimoine de la société, c'est un patrimoine propre. C'est-à-dire que la société est propriétaire d'une voiture. N'importe quel associé ne peut pas prendre la voiture, aller la vendre, voilà. Faire acheter une maison par la société, aller la louer en Airbnb et récupérer les sous. Non, les sous, ils vont à la société. Parce que c'est le patrimoine de la société. Et sur la carte grise, il y a marqué société machin. Si on ferme l'entreprise, eh bien la carte grise, il va falloir la refaire. Et c'est comme si l'associé qui récupère le véhicule l'avait acheté. Tandis que dans le premier cas, la carte grise porte le nom de l'entrepreneur. Et là, vous allez me dire, ouais, mais les sociétés unipersonnelles. Donc là, on a notre société unipersonnelle. Hein, EURL. La société unipersonnelle. Eh bien, ça veut dire que on a un associé. Et là, c'est pareil. On a donc une personne physique. Et là, on a une personne morale. Donc, on a un patrimoine propre. C'est le cas de l'EURL. C'est le cas de la SASU. Pourquoi les personnes se sont aventurées sur ce terrain-là? C'est parce qu'elles voulaient bénéficier de la notion de responsabilité limitée, ne pas risquer le reste du patrimoine. Sauf que maintenant, on a ce cas de figure-là, hein, sur le IRL. Donc, en créant le IRL, M. Macron a simplifié et il n'y a plus besoin de faire ça. Honnêtement, ça, c'est devenu
inutile. On se met des contraintes, il faut faire les assemblées générales. Du coup, souvent, on se retrouve à faire appel à un expert comptable qui coûte les yeux de la tête. Ça complique. J'ai eu le cas d'une dame. Son mari était l'associé de la société unipersonnelle. Dans les statuts, il n'avait pas prévu de disposition en cas de décès du chef d'entreprise. Le véhicule qui était au nom de la société unipersonnelle, eh bien, ce véhicule, elle n'a jamais pu refaire la carte grise. Elle a hérité des parts de la société unipersonnelle. Bon, et après, elle a été mal accompagnée par l'expert comptable. Moi, ce que je dis quand on m'a dit ça, je dis, moi, il y a défaut de conseil de la part du cabinet d'expertise comptable. Mais parce qu'il aurait fallu tout simplement qu'elle se fasse reconnaître gérante de l'entreprise, même si elle ne pouvait plus produire, elle pouvait toujours être la gérante en héritant des parts de la société. Automatiquement, elle pouvait devenir gérante. Et en devenant gérante, elle avait la signature pour vendre. Ça n'a pas été fait. Et l'entreprise a été liquidée sans la nommer comme gérante. Il a fallu l'intervention de mandataire judiciaire au bout du bout. Alors que si elle avait été désignée gérante de suite, elle aurait eu la capacité à tout vendre. Voilà. Pour moi, maintenant, ces statuts-là, c'est devenu inutile depuis qu'on a eu le IRL. C'est mon point de vue. Parce qu'en plus, les entreprises unipersonnelles ont la capacité à être à l'impôt sur le revenu et sur option à l'IS. C'est pareil, le IRL peut opter pour l'IS. Et on s'enlève les difficultés liées à l'Assemblée générale, à la publication des comptes, etc. L'entrepreneur individuel, il déclare son chiffre aux impôts et basta. Alors, qu'est-ce qu'on a comme type de société qui correspondent alors, je ne vais pas mettre sur les CELARL et tout ça, je ne vais pas trop m'étendre, ce n'est pas trop mon terrain de prédilection, d'une part, hein, je maîtrise pas trop. Les CELARL, par exemple, ce sont des sociétés. Sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée. C'est tout ce qui touche les professions libérales. On ne peut pas créer de pôle. Une CELARL, c'est que des avocats, ou alors que des notaires, que des huissiers. En médical, ça va être que des médecins, ou que des kinés, ou que des infirmières. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour l'aspect concurrentiel, pour pas qu'un patient, par exemple, une fois qu'il arrive dans la CELARL, il fasse le tour des professionnels et qu'il se trouve coincé dans la spirale, vous voyez. Alors, la CELARL, c'est un petit peu particulier. C'est à responsabilité limitée pour tout ce qui touche la CELARL elle-même. Ça va être, par exemple, si c'est pour le partage des locaux, le salaire de la secrétaire. Là, ça va être à responsabilité limitée, quoique ils sont solidaires les uns des autres s'il y en a un qui ne paye pas. Par contre, chaque professionnel libéral est responsable de ses propres actes, de manière universelle, parce qu'on est sur des professions libérales où l'erreur peut coûter très cher. Alors, la CELARL, elle est imposée à l'IS pour tout ce qui est sa propre activité. Et donc, chaque profession libérale va payer son dû à la CELARL et elle va payer, elle, les impôts là-dessus. Et eux, ils le passent en charge. Par contre, les professions libérales, eux, ils sont à l'impôt sur le revenu. Après, on a la SARL, Société à responsabilité limitée. C'est des personnes physiques ou morales qui s'assemblent pour créer une société. Ils ont des parts sociales, chacun met de l'argent ou apporte des trucs, sachant que pour un apport en nature, si la valeur de cet apport est supérieure à 10 000 €, il faut un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports. En dessous de 10 000 €, c'est bon. La SARL, elle est automatiquement imposée à l'IS. Et donc, elle est à responsabilité limitée, elle est dirigée par un gérant. Si le gérant est majoritaire, c'est-à-dire s'il a plus de 50% des parts, ça veut dire que c'est lui qui fait la pluie et le beau temps. Si lui, il a 51% des votes, ils peuvent s'unir, les autres, ils n'auront que 49, hein. Le gérant majoritaire ne peut pas être salarié. Il est mandataire social. Donc, il n'est pas salarié, c'est ce qu'on appelle un travailleur non salarié. Maintenant, on a la SARL de famille. C'est une SARL, mais elle a pour particularité d'être détenue par des membres de la famille, frères et sœurs, parents-enfants, soit des membres directs. Hein. Entre cousins, ça ne fonctionne pas. Époux, épouse, donc ascendant, descendant et fratrie. Éventuellement, le beau-frère, la belle-sœur peut entrer s'il n'est pas majoritaire, s'il n'a pas une influence notable. Éventuellement,
elle peut être à l'impôt sur le revenu. Ils peuvent choisir d'être imposés sur le revenu. Donc, ça permet de faire une société qui aura le statut de l'entreprise individuelle. Alors, c'est pareil, ça se calcule d'après le foyer fiscal de chacun. Ils ont tous entre 30 et 40 ans avec une ribambelle de loupio. C'est sûr que ça va être avantageux, l'impôt sur le revenu. Mais s'ils sont tous célibataires, pas dit que ce soit avantageux, l'impôt sur le revenu. Si, par exemple, ils sont tous, admettons, ils sont 4, à 25% chacun, et il y a un gérant. Le gérant, il a que 25%, il peut être salarié. Donc, tout le monde peut être salarié de la SARL. On est à l'impôt sur le revenu, ils sont tous salariés, c'est pas grave s'ils se distribuent pas de dividendes. Hein. Et en même temps, c'est eux qui décident de ce qu'ils font de leur boulot. C'est pas comme la SARL classique où il y a l'IS. Alors, c'est sûr qu'ils font pareil. Hein. Ils se salarient, ils essayent d'en mettre le moins possible au niveau des dividendes parce qu'ils savent qu'ils vont payer la flat tax dessus et qu'ils vont payer l'IS dessus. Parce que leur salaire, du coup, est passé en charge. Le salaire, lui, il est imposé qu'une seule fois au niveau de l'impôt sur le revenu. Et on paye les cotisations comme un salarié. Donc, le gérant minoritaire, il peut engager la société et il est salarié de l'entreprise. Et s'il arrive à prouver qu'il doit rendre des comptes à l'Assemblée générale, c'est-à-dire que si l'Assemblée générale limite les pouvoirs du gérant, donc il peut même avoir droit au Pôle emploi. Il n'est pas mandataire social. Au regard du Pôle emploi, il ne peut pas engager l'entreprise tout seul. Donc, il y a un lien de subordination et il aura droit au Pôle emploi. Là, il y a un questionnaire Pôle emploi à remplir. Hein, ils appellent ça le questionnaire Pôle emploi. Si vous avez des dirigeants salariés qui sont un petit peu comme ça, souvent, il faut le faire pour l'épouse. Il faut le faire remplir ce document pour vérifier qu'elle ait droit au Pôle emploi. Parce que le jour où elle sera au Pôle emploi, ils vont lui demander de le remplir. Elle peut se retrouver à ne pas avoir droit au Pôle emploi. Il ne faut pas que vous ayez la signature à la banque. C'est pareil au niveau des associés, on peut en faire un qui a la signature à la banque et l'autre qui est le gérant. S'il y a un associé qui ne travaille pas dans l'entreprise, c'est lui qui peut avoir la signature à la banque. Ce sont des petites finesses. Il faut avoir confiance après. Mais quand on s'associe, c'est qu'on a confiance. Et sinon, tout ça, c'est encadré dans les statuts. Dans les statuts, on limite le pouvoir du gérant, on limite les pouvoirs des associés, c'est-à-dire que n'importe quel associé ne peut pas engager l'entreprise pour quelque raison que ce soit pour un montant supérieur, je ne sais pas moi, à 2 000 euros. Donc, dès lors que c'est supérieur à 2 000 euros, il faut l'accord de l'Assemblée générale pour que ce soit valide. Parce que de donner un accès restreint au compte en banque, ça c'est fini ça. Avant, il y avait l'accès restreint. Maintenant, c'est terminé ça. C'est pour ça que les cartes bleues sont identifiées. Avec ce questionnaire Pôle emploi, il faut donner une attestation de la banque avec la liste des personnes qui ont la signature. Bien évidemment, avant de faire émettre la liste, on fait enlever la signature. Après, on a la société anonyme. Pour une société anonyme, il faut avoir minimum 7 associés. Les parts sociales ne s'appellent pas parts sociales, mais actions. L'associé n'engage dans la société que ce qu'il a misé. On ne va pas venir lui dire de mettre la main à la poche. Ça, c'est pour les sociétés. La société unipersonnelle, on va avoir le URL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. C'est la SARL, sauf qu'il n'y a qu'un seul associé. Le URL est normalement à l'impôt sur les sociétés, puisque c'est une SARL. Mais elle peut opter pour l'impôt sur le revenu. En société, on a la SAS, la société par action simplifiée. Ça veut dire que les titres sont des actions et non pas des parts sociales. Il n'y a que ce qui est misé qui est engagé. Et par contre, autant la SARL est verrouillée au niveau des statuts, il y a des choses sur les statuts qu'on ne peut pas écrire parce qu'il y a une réglementation. La SAS, c'est parfaitement libre. Le dirigeant de la SAS, c'est un président. Et même s'il a toutes les parts, il peut être salarié parce que c'est un président salarié. Donc, en entreprise individuelle, on a la SASU. C'est la société par action simplifiée unipersonnelle, avec une seule personne qui est automatiquement le président. La différence aussi entre la SARL et la SAS, pour la SARL, il y a automatiquement des cotisations sociales qui sont payées sur la rémunération du dirigeant, parce que le dirigeant est automatiquement rémunéré. C'est-à-dire qu'en SAS, le président, il n'est pas forcément rémunéré. Donc, il n'y a pas forcément de cotisation. Si c'est un retraité qui crée une SASU pour s'occuper les 10 doigts, et qui ne distribue pas, il ne pioche rien dans l'entreprise, eh bien, il ne payera pas de cotisation. Ça se crée facilement, ça se gère facilement, c'est pas, on peut mettre ce qu'on veut sur les statuts, c'est pas verrouillé, c'est pas,
Et c'est là justement que se retrouvent tous les pièges, parce que les gens croient qu'ils peuvent tout faire et ils font des crédits et ils se portent caution. Ils sont encore moins protégés qu'avec une entreprise individuelle. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une excellente fin de soirée. À très bientôt.